partager avec vous cet après-midi une partie très importante de mon histoire personnelle. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous avertir qu'à la fin de cette présentation, au moins 50% des personnes présentes vont décider d'être heureuses. Ouais. Je suis venue comme tout le monde dans ce monde. Je me suis installée dans un très beau pays qui s'appelle le Maroc. Quand j'étais enfant, j'avais des rêves, des ambitions, des défis à relever. Et quand mes rêves se heurtaient à la réalité, mon ambition était, ma motivation était toujours d'être la meilleure. À l'âge de 3-4 ans, je posais toujours la même question à mon père. C'était une question récurrente. Papa, comment fait-on pour être dans la télé? Et lui, il me répondait toujours la même réponse. Il faut être la première de ta classe. D'ailleurs, monsieur le Majidi, vos enfants ont de la chance parce que vous ne leur demandez pas d'être les premiers de la classe. Bravo. Donc, moi qui aimais toujours être la meilleure, cette condition ne me faisait pas peur. Donc, pour moi, être la première, au contraire, ça me stimule. Donc, au primaire comme au collège, j'étais la première. J'arrive à la dernière année du collège, je devais choisir une option d'orientation pour la suite de mes études au secondaire. Sans hésitation, je remplis sur le formulaire d'orientation les 3 choix électroniques. Et un de mes professeurs, il a remarqué ce que j'ai fait, il me pose la question. Et électronique, tu es sûr? Il m'a dit oui, je suis sûre. Je lui ai dit oui, je suis sûre. Il m'a dit, je te conseille de mettre le 3e choix, quelque chose de différent. Je te propose technique comptable et commerciale. Comme c'était un prof que je respectais, j'ai mis ce qu'il a dit. Donc, quand on a eu le résultat de la conversation, je découvre que la commission d'orientation ne m'a pas attribué le premier et le 2e choix, c'est-à-dire électronique. Ils m'ont attribué technique comptable et commerciale. Donc, à l'époque, cette nouvelle était une très mauvaise nouvelle pour moi, et au point que j'ai décidé d'aller entendre les raisons de cette décision de la bouche des responsables d'orientation à la délégation du ministère de l'Éducation. J'emmène ma mère avec moi et on parle. On trouve une dame très posée au service d'orientation et me dit, c'est quoi le problème? Je lui dis, moi j'étais la meilleure du collège et j'ai demandé électronique et on m'a attribué technique comptable et commerciale. Il m'a dit, est-ce que tu sais très bien qu'est-ce que c'est qu'électronique? Pourquoi électronique? Je lui ai dit, parce que le meilleur du collège l'année dernière, il a fait électronique. Elle m'a dit, c'est ça la raison? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit non, électronique, c'est une branche. Elle a commencé à m'expliquer de quoi il s'agit. Et moi qui étais incapable, et je le suis toujours, de changer la batterie de ma montre, je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour ce genre d'études. Elle m'a alors convaincue d'accepter l'option qu'ils m'ont attribuée, c'est-à-dire technique comptable et commerciale. Elle m'a dit, si jamais tu continues dans ce même risque, et tu es parmi les premiers, tu peux intégrer une école de gestion, une grande école de gestion, après tu peux travailler dans la poste. Bref, elle m'a convaincue. Je suis au lycée, j'ai continué mes études, j'ai continué à être toujours la première, au point que j'ai eu 17,49 à la fin. Ça m'a permis, bien sûr, d'intégrer la grande école de gestion, mais pendant les 4 ans, dans cette grande école de gestion, je ne suis plus la première. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, parce que les critères d'évaluation ont changé. Moi, j'ai fait mes études au public, au système public. Et dans cette école, il y avait de tout. Il y
n'avait pas les mêmes critères d'évaluation comme le système public. Parce que aussi j'étais timide, je ne pouvais pas prendre la parole devant un public, même si c'est un public de 20 personnes. J'habitais loin et je venais souvent en retard. Et aussi parce que je ne pouvais pas lever le doigt et répéter ce qu'a dit le professeur d'une autre manière. Pourquoi? Pour parler. Et ça, c'est ce que faisait la majorité de mes collègues de classe. Et pourtant, je ne suis pas la première, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui est habitué à être le meilleur, de devenir le deuxième, troisième, quatrième. Mais j'ai gardé l'espoir qu'un jour, je vais réaliser mon rêve. J'obtiens mon diplôme, je travaille, j'achète une voiture, un appartement, je voyage, je gâte mes parents, mais toujours, je ne suis pas heureuse. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Bien sûr, pendant 2-3 ans, entre le boulot, la salle de sport, les amis, toutes les activités quotidiennes qui se répètent, la routine s'installe et parfois même la déprime. Jusqu'au jour où j'ai reçu une gifle qui m'a réveillée. Cette gifle, je l'ai reçue de mon directeur. C'est un ex-directeur, c'est pas l'actuel. En fait, j'avais une douleur chronique, inexpliquée, c'est une douleur de la sciatique. J'arrivais pas à marcher une longue distance, je ne pouvais pas m'asseoir pour longtemps, je peux pas conduire pour longtemps. J'étais vraiment souffrante. Les médecins, j'ai vu plusieurs médecins, ils me préconisaient le repos sur un plan dur, avec les jambes un peu surélevées, pour diminuer la douleur, et les anti-inflammatoires. Sachant bien évidemment que sur les radios, le scanner et l'IRM, rien de méchant n'apparaissait. Bref, j'ai totalisé, dans cette année, une durée de 1 mois et demi de maladie, de congé de maladie. À la fin d'année, j'apprends que ma note a été révisée de 7 points, révisée à la baisse bien sûr. Je vais demander l'explication à mon directeur. Il m'a dit, moi je sais que tu es malade et c'est pas moi qui ai révisé ta note à la baisse. Moi au contraire, je t'ai défendu auprès du directeur régional et moi je n'y peux rien. Je dis ok, est-ce que je peux aller voir le directeur régional pour lui demander l'explication? Parce que j'avais aucun contact direct avec ce monsieur et j'aurais aimé entendre les raisons de sa bouche. Je prends un rendez-vous et je vais le voir. Le monsieur il était très gentil, il m'a reçu, il m'a rassuré, il m'a dit moi c'est pas moi qui a révisé ta note à la baisse. D'ailleurs, moi je ne sais même pas dans quel département tu travailles. Et la preuve, c'est que je vais appeler mon directeur devant toi. Il l'appelle, il ne le trouve pas, puis il appelle le DRH. Il appelle le DRH, il lui dit, il y a un qui va venir chez toi. Tu peux réviser sa note à la hausse jusqu'à 8 points, à condition que son directeur soit d'accord. Je vais chez le DRH, il me reçoit aussi gentiment, et puis il appelle mon directeur. Il l'appelle et avec bonne foi, il appuie sur le bouton du haut-parleur. Il lui dit, voilà ce qui s'est passé, est-ce que tu es d'accord? Tu lui rajoutes 8 points. Il lui dit clairement, non, et tu lui gardes la même note, c'est ce qu'elle mérite. Ça, je l'ai entendu à travers le haut-parleur. Cette réponse surprenante et choquante a vraiment eu des dégâts aussi bien physiques que psychologiques sur moi. Après, le lendemain, j'ai ressenti une douleur dans mes yeux et je ne voyais pas très bien. Donc c'était la période d'octobre, comme moi j'ai eu une allergie au pollen, je me suis dit peut-être que c'est l'allergie, c'est l'époque de l'allergie du pollen. L'ophtalmo, il examine mes yeux, il découvre que j'ai un œdème papillaire. Il m'envoie chez le neurologue.
il examine mes yeux aussi, le fond d'œil, il m'envoie faire un scanner, il m'hospitalise tout de suite. Pourquoi? Parce que pour eux, je vais perdre la vue si je ne suis pas hospitalisée et si je ne prends pas un traitement intraveineux corticoïde. Après, j'ai enchaîné les examens, le scanner, l'IRM, les analyses biologiques qu'on envoie à l'étranger parce qu'il n'y a pas de laboratoire ici qui font ça. Chaque fois, les médecins que je vois, ils balancent comme ça un diagnostic, c'est la sclérose en plaques, c'est la maladie de Behçet, c'est la maladie de je sais quoi. Et moi qui aime chercher sur Internet, je cherche ces noms, je trouve vraiment des maladies handicapantes à la langue et je déprime. J'ai pris 20 kilos de plus à cause de la cortisone parce que j'étais en train de prendre la cortisone avec des bolus et par voie orale. Finalement, après 4 mois de souffrance, je pars à l'étranger. Je pars à l'étranger, en 2 jours, je refais tous les examens et le médecin m'appelle. Il me dit, raconte-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ressentes cette douleur. Il y avait des céphalées et ma vue qui a chuté. Je lui ai raconté l'histoire de mon directeur et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Comment tu passes ta journée? Je lui ai dit, il y avait le travail, salle de sport, parfois je dors très tôt, je regarde la télé. Il m'a dit, arrêtez bien sûr le traitement que j'étais en train de prendre. Il ne m'a donné aucun traitement. Le traitement, c'était le sport et faire quelque chose qui me passionne. Et puis, il m'a dit, si jamais les céphalées continuent, quand tu retournes dans ton pays, tu refais la ponction lombaire, et bien on va voir. Moi qui ai fait la ponction lombaire dans des conditions lamentables ici, c'était sur une chaise de bois, sans anesthésie. J'avais même pas une place pour m'allonger pour toute la journée, parce que j'ai lu sur Internet qu'il y a un risque si jamais je me lève juste après la ponction lombaire. Je l'ai supplié pour la refaire là-bas. Il accepte, il me refait la ponction lombaire. Il l'a refait, mais il refait d'autres examens, sachant bien qu'il allait signer ma sortie le lendemain. Il m'appelle, il me dit, tu as de la chance. Tu sais ce qu'on a découvert dans ton liquide céphalorachidien? On a découvert l'herpès virus. L'herpès virus, on a un médecin avec nous, c'est le bouton de fièvre que tout le monde peut avoir, mais qui peut devenir très dangereux si la personne a une dépression immunitaire. Moi, j'ai eu une dépression immunitaire à cause de la cortisone que j'ai pris à forte dose. Et c'est ce qui a fait que ce virus est passé dans mon liquide céphalorachidien. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut donner une méningite herpétique. La méningite herpétique, bien sûr, la fièvre augmente et le patient n'a plus que 48 à 76 heures avant qu'il rentre en coma et qu'il peut décéder. Tout de suite, ils me retiennent encore 10 jours en hospitalisation. J'ai dépassé le délai du visa, j'ai dépassé le délai de la prise en charge, sachant que je suis partie toute seule parce qu'on avait refusé le visa à ma mère pour m'accompagner. Bref, la mort n'était pas loin. Ça, c'est ma photo avant de tomber malade. Ça, c'est ma photo quand j'étais hospitalisée à l'étranger. Et c'est ça ma photo, bien sûr, quand j'ai pris les 20 kilos. Je suis devenue méconnaissable au point que des personnes, ils sont dans mon bureau et ils me disent « Mais elle est où, mademoiselle Beslimane ?» Mais heureusement que dans chaque crise, il y a une opportunité. Et cette crise que je viens de vous raconter m'a offert beaucoup d'opportunités. Maintenant, je remercie Dieu d'avoir vécu tout ça pour que je puisse bénéficier de toutes ces opportunités. Bien sûr, la première opportunité, c'était le conseil d'or que mon médecin m'a donné. Il m'a dit, fais quelque chose que tu aimes, occupe-toi. Il ne faut pas laisser du temps libre parce que sinon, tu vas l'utiliser dans des idées noires, tu vas commencer à réfléchir dans ce qui s'est passé dans ton boulot. Donc, il faut que tu sois occupé. Qu'est-ce que j'ai fait comme action immédiate? Je me suis inscrite dans des cours de PNL.
D'ailleurs, notre speaker, le coach Saifeddine El-Gharbaoui, c'était le premier coach que j'ai consulté. Et je le remercie du fond de cœur parce qu'il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il ne m'a pas donné de conseils, c'est ça l'important. Il m'a posé les bonnes questions et il m'a laissé trouver les réponses. Après, j'ai adhéré à une multitude d'associations. Et le travail associatif, je suis d'accord avec notre speaker Moni, qui a dit que l'associatif est une école. Je suis d'accord, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce qu'on apprend dans l'associatif n'existe nulle part, ni dans une université, ni dans une école, ni dans nulle part, ni dans votre boulot. Ça existe uniquement dans le travail associatif. Je me suis inscrite à un master et j'ai commencé à réseauter à gauche et à droite. Le résultat de tout ça, c'est que je me suis épanouie et j'ai joué ma musique intérieure. Je suis devenue heureuse parce que je faisais ce que j'aimais. Pour ceux qui... Je vois dans la salle beaucoup de personnes que je connais qui ont eu l'occasion de faire partie de quelques projets que j'ai gérés. Je ne dors pas. Je ne dors pas, par exemple, à 11h, minuit. Je dors 2h, 3h du matin. Pourquoi? Et je ne sens pas la fatigue. Parce que ce que je fais, je l'aime. Je ne sens pas vraiment la fatigue. Et ensuite, il y a aussi une loi très importante qui s'appelle la loi d'attraction. À travers les séances de coaching que j'ai faites, la PNL, j'ai découvert une loi qui s'appelle la loi d'attraction. Je vous conseille de taper sur Google loi d'attraction et de lire ce que vous allez trouver. C'est une loi très intéressante qui parmi ces principes, les 4 principes suivants qui ont vraiment changé beaucoup dans ma vie. Cette loi vous dit, vous récoltez ce que vous semez. Vous recevez ce que vous donnez. C'est très important. Si on donne quelque chose de positif, on va recevoir quelque chose de positif. Et mais la même chose pour le négatif. Et elle vous dit, vous recevez ce que vous demandez. Et ça, c'est très important. Si on comprend ça, on va demander d'être heureux. Et on va le recevoir. Mais il faut demander avec insistance. Parce que cette loi ne marche que si on insiste. Et puis, elle dit, la loi aussi, elle dit, ceux qui se rassemblent, s'assemblent. C'est-à-dire que si vous voulez être positif et que vous voulez être heureux, il faut être en compagnie de personnes heureuses et positives. Bref, ma stratégie était de fixer mes objectifs, sachant que j'avais des objectifs et des rêves, mais je n'avais pas des objectifs clairs. J'avais l'objectif, mais je ne savais pas comment faire pour le réaliser. Mais les séances de coaching m'ont aidé à trouver la bonne manière pour les réaliser. Je les ai écrits, lus et visualisés chaque jour. Je suis devenue très réceptive aux actions que l'univers peut me suggérer. Par exemple, si à travers la loi d'attraction, je demande quelque chose avec insistance, le bon Dieu va mettre dans votre chemin quelqu'un, ou un événement, une personne, ou quelque chose qui pourrait vous aider à réaliser votre objectif. Et bien sûr, j'ai adopté un rituel de libération qui est composé de 4 éléments. La gratitude, et ça, la gratitude, c'est une chose très très importante. Et moi, je vous conseille de faire un exercice très très simple pour ceux qui sentent qu'ils manquent de quelque chose. Je vous dis, prenez tout simplement une feuille, un stylo, et essayez de mettre sur cette feuille toutes les choses que vous avez. Par exemple, j'ai des yeux, essayez de mettre dans une colonne ce que vous avez et essayez de mettre la valeur de ces choses en dirhams. Et vous allez voir combien ça va totaliser. Moi, j'ai fait cet exercice un dimanche. J'ai des yeux, je peux marcher, j'ai une voiture, j'ai des parents, j'ai beaucoup de choses. J'ai essayé de mettre un montant devant chaque chose. Je me suis aperçue que je suis un millionnaire. Un millionnaire, vraiment. Et jamais je ne me suis pas rendu compte de cette richesse que j'ai. Après cet exercice, tout est devenu accessible. Parce qu'avec la loi d'attraction, il suffit de bien définir avec insistance. Et puis aussi un autre exercice qui est le pardon.
Le pardon, il faut pardonner tout le monde. Si vous voulez avancer, il faut pardonner. Par exemple, moi, j'ai pardonné mon directeur qui m'a fait toute cette histoire pour que je puisse avancer. Et aujourd'hui, je le remercie. Bien sûr, il faut aimer sans condition et contribuer à la communauté, contribuer à faire quelque chose à la communauté. Dans cette rubrique de contribution, comme je vous ai dit, j'ai intégré plusieurs associations, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, mais c'était à chaque fois quelque chose où j'apprenais énormément. Et même j'ai créé mon association. Donc comme ça, j'ai la certitude que, par exemple, c'est moi qui a contribué à résoudre, par exemple, tel problème. Et il y a une récente étude qui a été faite sur le bénévolat et les bénévoles. Et les chercheurs ont trouvé que les gens qui pratiquent le bénévolat, ils vivent plus longtemps. Ça leur permet de maintenir et d'améliorer leurs conditions physiques. Ça diminue les symptômes dépressifs. Ça leur donne une sensation de bien-être. Ça, je le confirme. Et toutes les personnes qui sont impliquées dans le travail associatif peuvent le confirmer. Et ça déclenche une forte production naturelle d'une matière qui est à la base d'effets anti-stress très reconnus. Bien sûr, le bénévolat, ça c'est les effets sur la personne, mais il y a aussi les effets sur la société. Les effets sur la société, il y a la création du changement positif à travers de petites actions, la canalisation de l'énergie des gènes et plein d'autres choses. La personne, elle devient plus responsable, elle apprend beaucoup de choses qu'elle ne peut pas apprendre ailleurs. Et après avoir fait toutes ces actions, me voilà, je suis en train de dire à mon père, me voilà à la télé. Parce que j'ai fait tout ça et j'ai réalisé mon rêve. Pour moi, être à la télé, c'est pas être à la télé et c'est tout. Parce que quelles sont les personnes qui sont à la télé en général, qu'on interviewe ou bien à qui on pose des questions? C'est des personnes qui créent des changements, qui font quelque chose. On ne vient pas comme ça à faire une interview avec quelqu'un qui passe dans la rue, qui n'a rien fait. Mais c'est des personnes qui ont créé un changement. C'est ça ce que je voulais faire quand j'étais petite. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'orienter. Bien sûr, l'impact que j'ai eu sur ma personne, c'est que j'ai développé ma prise de parole en public, j'ai pu gérer des projets et j'ai appris à gérer les équipes. Tout ça c'est gratuit, je n'ai pas payé pour ça, sauf un budget temps. J'ai des amis actuellement dans toute la planète et mon mur, ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Le jour de mon anniversaire, mon mur sur Facebook, il est plein de messages de félicitations, de messages de joyeux anniversaire avec toutes les langues. Et ça me fait plaisir. J'ai créé bien sûr l'association Bébé du Maroc, c'est pour la défense de l'enfance abandonnée et malade. Et pour la question du temps, je suis occupée actuellement 18 heures sur 24 par jour, 7 jours sur 7. Tout le temps connectée, les personnes qui me connaissent peuvent le confirmer. Donc, à la fin de ma présentation, j'ai quelques messages à donner à certaines catégories de personnes. J'ai des messages pour les parents. Pour les parents, moi je les ai énumérés ici, comme ça je ne vais pas oublier un message. Pour les parents, je leur dis, ne prenez jamais à la légère les rêves de vos enfants. Et il faut, à chaque fois qu'ils vous posent des questions, quel que soit leur âge, essayez de leur répondre avec franchise. Parce que la réponse, par exemple, que je recevais d'être la première de la classe, peut-être que mon père voulait que je sois la meilleure à cette époque. Mais je suis désolée, ce n'est pas être le premier de la classe qui fait de quelqu'un heureux dans sa vie. Il faut bien sûr initier, pour les parents, il faut qu'ils initient leurs enfants au volontariat. C'est très très important. Il faut qu'ils aient confiance dans leur choix. Il faut les aider à concevoir leurs notes musicales et les aider à jouer leur propre musique.
Par exemple, un parent qui voulait être, je ne sais pas, avocat, il impose à son enfant d'être avocat, alors que l'enfant, il voulait être musicien. Il ne sera jamais heureux. Donc, la première catégorie de personnes à qui j'ai des messages, ce sont les professeurs. Donc, à l'école où j'étais, les professeurs ne savaient pas gérer l'hétérogénéité dans leur classe. Du coup, ils marginalisent les silencieux et ils ne les valorisent pas. Alors que ces silencieux-là, ils ont beaucoup de choses à dire. Sauf qu'ils ont un peu du mal à s'adapter au système de l'école. Et puis, la troisième catégorie de personnes à qui j'ai des messages, ce sont les boss, les directeurs, les responsables. Pour cette catégorie de personnes, je leur dis il faut mettre la bonne personne à la bonne place. Un collaborateur n'a jamais été un esclave. Et les gens ne réagissent pas de la même manière à l'harcèlement moral. Une personne, par exemple, qu'on peut harceler moralement, elle est tellement occupée et elle ne prête même pas attention à ce qui se passe. Mais une autre, elle est tellement fragile qu'elle peut mourir. Et les chaises sont tournantes et il faut aussi encourager les collaborateurs à faire du volontariat et à servir leur communauté. Parce que quelqu'un qui fait du volontariat, il va apprendre beaucoup de choses. Il va faire la différence par rapport à ses collègues. Il va utiliser ses compétences qu'il apprend ailleurs dans son travail. Donc c'est quelqu'un qui a plus de valeur. Malheureusement, dans nos sociétés, la majorité ne voit pas les choses comme ça. Ils vous disent, vous perdez votre temps, au lieu de faire des heures supplémentaires dans votre travail, vous allez dans l'associatif, et ils voient les choses autrement. J'ai des messages en médecin. C'est des messages gentils. Donc, le diagnostic, c'est toujours 50% du traitement. Dans mon cas, le diagnostic n'était pas clair. C'est ce qui a fait que j'ai souffert. Il faut savoir reconnaître l'erreur, parce que l'erreur est humaine, et savoir dire je ne sais pas au bon moment. Parce qu'à certains moments, moi, j'ai lu sur Internet beaucoup de documents qui parlent de la sclérose en plaques, et j'ai essayé de discuter avec pas mal de médecins ici, et de leur dire que moi, j'ai pas ces symptômes. Et personne ne m'a écouté, personne. Et ils me disent non, on va continuer les examens. Et si j'avais continué tous les examens ici, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et bien sûr, il faut écouter le patient, parce que aussi le patient, c'est lui qui est malade, c'est lui qui ressent beaucoup de choses. Récapitulons, donc, dans cette présentation, on a parlé des rêves des enfants et leur signification, de l'orientation scolaire, on a parlé de la musique intérieure de chacun et comment on peut être heureux si on joue notre musique intérieure. On a parlé de l'erreur médicale, on a parlé de l'harcèlement moral au travail, des bienfaits du bénévolat et de la loi d'attraction. Tout ça, c'est bien, mais ce que je veux que vous reteniez de cette présentation, une seule chose, c'est qu'une crise égale une opportunité. Si vous passez par un problème, il faut toujours être heureux et chercher quelle est l'opportunité ou les opportunités qui vont être offertes à travers cette crise. Aujourd'hui, je n'oublie jamais de remercier la personne qui m'a donné la gifle, qui m'a réveillée, c'est mon ex-directeur. Je lui dis merci avec toutes les langues. Thank you so much. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Che en chinois. Merci. Merci à vous aussi. Et n'oubliez pas de jouer votre musique intérieure.